Notre invité ce matin, c'est Thierry Marx. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Thierry Marx. Merci à vous. Vous êtes chef étoilé, on ne vous présente plus, président de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. On est ravis de vous recevoir ce matin. On va évidemment revenir sur cette colère des agriculteurs qui s'est exprimée ces derniers jours. Comment vous expliquez cet embrasement? Est-ce qu'il vous a surpris ou est-ce que le feu couvait depuis longtemps? J'ai envie de vous répondre que ça ne m'a pas surpris. Je pense que ça n'a pas surpris les gens de ma génération. C'est pas conjoncturel, c'est structurel. On voit bien qu'on a une difficulté avec de projeter notre politique agricole et en même temps de considérer que le modèle qu'on avait là sous les yeux de cette crise agricole montre bien qu'il y a un problème en France avec toutes ces normes et toute cette complexité, parce que ce sont des agriculteurs, ce sont nos paysans, mais ça n'en est pas moins des entreprises. Et toutes les entreprises aujourd'hui en France rencontrent un certain nombre de difficultés qui sont mises en place sur ces normes et sur notre capacité à nous développer. Ouais, on va revenir évidemment sur ces difficultés et sur le fond. Parmi les motifs d'inquiétude et de colère, il y a la question de la juste rémunération des agriculteurs qui sont mal rémunérés. Est-ce qu'ils sont en position de faiblesse aujourd'hui dans les rapports de force entre agriculteurs, industriels, grande distribution? Oui, ils sont en position de faiblesse parce qu'on a laissé croire dans cette théorie du low cost, du tout pas cher, une espèce de rouleau compresseur comme ça qui date des années 70, de laisser croire que la variable d'ajustement du pouvoir d'achat pouvait être l'alimentation. C'est pas possible. Quand vous écrasez les prix, vous écrasez les marges de quelqu'un et notamment celles de l'agriculteur. Donc il y a des mécanismes à mettre en place. Moi je défends depuis un certain nombre d'années l'idée de cette association par exemple Bleu Blanc Cœur qui est capable de mesurer sa qualité des sols, bien-être animal et de définir ce que c'est qu'un bon produit, son impact social, son impact environnemental et son impact nutritionnel. Mais un bon produit doit permettre à l'agriculteur, un, de se rémunérer, deux, de faire suffisamment de revenus pour pouvoir investir dans l'impact environnemental qui doit se mettre en place. On est tous conscients de cela, mais à un moment donné, il faut arrêter de faire de la variable d'ajustement. L'alimentation, c'est pas le sujet. Il faut faire monter les minima sociaux, il faut que les gens gagnent mieux leur vie, mais définir ce qu'est un bon produit et être capable de mesurer ce qu'est un bon produit, son impact social, environnemental et nutritionnel. Ça doit être très important de le mesurer. Est-ce que du coup, il n'y a pas un paradoxe chez les consommateurs? Alors évidemment, il y a ceux qui sont à l'euro près, au centime près et qui ne peuvent pas payer plus cher. Mais il y a aussi ceux qui pourraient payer quelques centimes plus cher leurs produits alimentaires et qui ne le font pas. Mais c'est vrai, c'est un constat, vous avez parfaitement raison. On a une fracture sociale qui est de plus en plus dure, qui est de plus en plus inflammable, et de découvrir que finalement nous avions une alimentation à deux vitesses, une alimentation pour ceux qui ont un reste à vivre suffisant, qui peuvent comprendre ce qu'ils doivent acheter pour mieux se nourrir, et ceux qui ont un reste à vivre insuffisant et qui, hélas, se contentent de produits peu chers et des fois ultra transformés qui nuisent globalement à la santé, donc au coût de la santé publique. Mais ça veut dire qu'il faut dire aux consommateurs qu'il a aussi une responsabilité dans la survie de nos agriculteurs aujourd'hui. Mais bien sûr, dans pouvoir d'achat, il y a pouvoir. Il y a pouvoir de dire non, il y a pouvoir de mieux gérer un petit peu son panier, mais en même temps, quand vous êtes dans l'urgence et dans ce sentiment, d'ailleurs, ce que nous ont bien démontré les agriculteurs, ce sentiment de déclassement, de ne pas pouvoir avoir pareil que les autres, il y a un vrai sentiment d'injustice. Donc on ne peut pas être donneur de leçons en disant « vous mangez pas bien parce que vous n'avez pas suffisamment d'argent ». Encore une fois, qu'est-ce que c'est que cette société qui produit autant d'exclusion? La parole de Coluche, il y a 40 ans, vous voyez, 39 ans des Restos du Cœur. Et je parlais avec le président des Restos du Cœur il y a quelques temps et on dit qu'est-ce que c'est que cette machine à exclusion qui s'est mise en place depuis des années où on n'arrive plus à faire en sorte que ces fractures sociales diminuent. Il y a un retour un peu vers le circuit court depuis cette colère agricole, mais c'était aussi le cas pendant la crise Covid, où les Français sont revenus vers des circuits courts et puis sont revenus à leurs habitudes de consommation traditionnelles, c'est-à-dire aller plutôt dans les grandes surfaces. Vous craignez que ce soit à nouveau le cas, là? Mais c'est déjà le nouveau cas, c'est on s'était promis une sortie du Covid avec une responsabilité environnementale, une responsabilité sociale. On était tous très convaincus que c'était ça où nous allions mourir, etc. Cette peur, finalement, memento mori, souviens-toi que tu es un mortel, qui nous est revenu en pleine figure. On a eu très très peur de cela et finalement, qu'est-ce qui s'est passé à la sortie du Covid? On a vu la guerre des prix, qui pouvait être le moins cher, comment on allait pouvoir mesurer qui était le moins cher et cette inflation qui pèse encore une fois sur les ménages liée à l'alimentation. Il y a un sujet de fond qui est la rémunération, comment les gens peuvent mieux gagner leur vie pour pouvoir avoir le choix d'une alimentation beaucoup plus saine et de rémunérer justement à la juste valeur les agriculteurs.
Est-ce que, puisque vous parlez de rémunération, il y a par exemple Éric Ciotti, le président des Républicains, qui propose que les agriculteurs aient un salaire minimum de 2 500 € net. Est-ce que c'est ce qu'ils attendent, les agriculteurs, pour vous qui les côtoyez tous les jours? Mais je ne crois pas. Moi, ça fait 20 ans que je côtoie les agriculteurs au travers de Bleu Blanc Cœur, et je vois bien que ce sont des chefs d'entreprise aussi qui investissent, qui veulent gagner leur vie. Ils ne sont pas là à demander l'aumône en permanence. Aucun chef d'entreprise en France ne demande l'aumône. On veut vivre du travail, de l'effort qui est fait. Et les agriculteurs, on éclaire le sensible. Quand on parle des agriculteurs, on parle de notre alimentation. Et il est vrai qu'il faut mettre tout le monde en face de ses responsabilités. Et effectivement, vous l'avez dit, le consommateur qui, par moment, est dans l'ambiguïté du tout pas cher. Il y a aussi la question de notre souveraineté alimentaire. On importe 70% du poisson qu'on consomme, 50% de nos fruits et légumes, 50% de notre volaille. Comment aujourd'hui on peut résoudre cette équation? Eh bien, c'est-à-dire que, à mon avis, encore une fois, à mon humble avis, je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture, mais il faut être capable de tracer les choses. Les Anglais disent forecaster, faire des prévisions, travailler, mesurer les choses pour remettre une politique agricole pour les 10 prochaines années. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un tel débat, de tels débats d'idées qu'on oppose des contraires et on oppose les uns contre les autres. Or qu'on est dans une situation aujourd'hui où il faut trouver des solutions, pas chercher que des coupables. Donc bien sûr que l'industrie de l'alimentation a un rôle à jouer, que la grande distribution a un rôle à jouer et que le monde agricole a un rôle à jouer. Mais c'est une mécanique positive d'aller de l'avant pour que tout le monde puisse équilibrer tout ça. Mais il faut avoir une politique sur du long terme. C'est très difficile pour un homme politique ou des gens élus aujourd'hui d'avoir une politique de long terme vu qu'on n'oppose que des contraires en permanence, or qu'on se refuse à trouver des solutions sur du durable. Quand Gabriel Attal dit qu'il veut inscrire la souveraineté alimentaire dans la loi, est-ce que pour vous, ça laisse augurer d'une politique sur le long terme? Mais moi, j'entends et je souscris. Maintenant, il va falloir que nos hommes et femmes politiques nous expliquent comment ils peuvent mettre des choses en pratique sur du long terme. Vous voyez, ce qui a étonné beaucoup les citoyens, c'est qu'on parle de la loi Egalim. C'est une bonne loi, finalement. On peut l'améliorer. Elle a été améliorée, on l'entend. Et on découvre là qu'il va falloir maintenant renforcer les contrôles pour faire appliquer la loi. À quoi sert de faire voter des lois si elles ne sont pas appliquées? Vous voyez, c'est ces mécanismes-là que le citoyen, et que je suis, a du mal à comprendre, se dire mais pourquoi on en arrive là? Pourquoi on arrive à une situation de crise, donc de blocage, pour définir que maintenant il va falloir faire appliquer la loi, alors que cette loi, elle a quand même quelques années maintenant. Vous voyez, c'est complexe. C'est là où, par moment, le citoyen regarde le monde politique, le monde des élus, avec un regard un petit peu d'incompréhension, en se disant mais si on a voté ces lois, si nous sommes d'accord pour ces lois, alors pourquoi ne sont-elles pas appliquées? Il y a aussi la question, vous en parliez tout à l'heure en parlant de complexité, la question des normes et du trop de normes dont se plaignent les agriculteurs. Est-ce que la simplification des normes qui a été lancée par Gabriel Attal, ça vous paraît la bonne réponse? Mais la simplification des normes, oui, ça me paraît être une bonne réponse. Moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est qu'il y a des donneurs de leçons qui viennent vous imposer des normes sans étude d'impact. Donc, vous avez l'interdiction d'un produit phytosanitaire, et on l'entend que ce soit pas bon pour la santé, mais on remplace par rien. Mais par contre, les autres ont le droit de vous vendre ces produits avec les mêmes produits phytosanitaires. Il y a un sentiment d'injustice pour l'agriculteur aujourd'hui qui est pas concevable. Donc une harmonisation dans toute l'Europe. Exactement. Si on fait des normes, s'il y a des normes qui sont applicables, il faut au moins qu'elles aient des études d'impact, qu'on les vérifie, et qu'avec ces études d'impact, on se dise oui, on va pouvoir faire une transition. Vous savez, l'écologie, pour moi, j'ai toujours vu ça comme un sachet de thé. Un bol d'eau chaude, un sachet de thé. Quand ça devient amer, on retire. On rajoute, on retire. Ça doit diffuser en permanence dans notre quotidien l'idée qu'il va falloir avoir une responsabilité sociale et environnementale. Mais dès lors que vous êtes dans une espèce de jusqu'au-boutisme et d'une espèce de dictature qui vient imposer à des personnes de ne pas leur reconnaître le droit d'eux-mêmes d'être des gens liés à l'écologie. J'ai jamais vu un agriculteur qui était contre la planète. Moi, j'ai jamais vu ça. Donc, à un moment donné, et on oublie de dire souvent, d'abord, qu'il y a des solutions qui marchent dans l'agriculture. J'ai cité l'association Bleu Blanc Cœur, mais il y a aussi des modèles où la science est venue apporter de l'aide pour limiter les produits phytosanitaires. Vous savez, j'étais très critique à une époque de ce qui pouvait se passer dans la Beauce sur les blés et ça. Puis un jour, il y a un agriculteur qui est venu me montrer, qui m'a fait visiter son exploitation. Il m'a dit, je soigne les plantes quasiment au pied par pied. Donc je traite
qu'une plante si elle a la maladie, etc., etc. Donc oui, il y a des choses qui sont... Et c'est vrai que par moments, les agriculteurs ne sont pas forcément les meilleurs communicants non plus. Donc il a fallu attendre cette situation de crise. Or qu'encore une fois, je pense que c'est pas conjoncturel, mais structurel. Et il faut travailler avec le monde agricole pour aller, je dis pas en douceur, il faut aller mesurer cet impact social. Donc, et Gabriel Attal, il y a les raisons de retirer un peu le sachet de thé, au moins pendant un certain temps. Oui, quand ça devient amer, là, il y avait une dose d'amertume qui était plus supportable. Sur le modèle agricole, est-ce qu'on peut se passer d'un modèle agricole productiviste, alors qu'on le disait tout à l'heure, il y a énormément de nos produits qui sont importés? Non, on ne peut pas se passer, à mon avis, d'un modèle agricole productiviste, mais encore une fois, il va falloir comprendre comment le mettre en place. Et encore une fois, il y a des choses qui fonctionnent, il faut le dire. Nous, on va en parler avec Bleu Blanc Cœur au Salon de l'Agriculture. C'est un salon que j'adore, parce qu'il y a une vraie rencontre avec un vrai public et un vrai monde agricole et le citoyen et donc le consommateur qui doit redevenir aussi ce consommateur un peu un mangeur. Mais à un moment donné, il faut aussi laisser faire les agriculteurs. Quand on parle d'agroforesterie, eh bien ils y sont, ils y viennent. Moins de traitement, ils y viennent, exactement. Mais il faut accompagner tout ça. Mais à un moment donné, de croire que quelqu'un qui serait cheveux gras et pâte au gaz, qui viendrait définir que la permaculture est la seule et unique solution, eh bien non, ce ne sera pas la seule et unique solution. C'est une multitude de solutions pour notre souveraineté alimentaire. Sauf que selon un rapport du Sénat, notre surface agricole a diminué, notre nombre d'exploitants agricoles a diminué. On le sait, il y a un gros problème de renouvellement des générations, notamment dans les 10 ans à venir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes inquiet pour l'avenir de l'agriculture française? Mais moi, je suis inquiet surtout pour l'agriculture française parce que c'est dans la transmission aussi des entreprises. Il y a un vrai sujet. On va venir sur une transmission d'une exploitation. L'État vient prélever et rançonner un certain nombre de choses où les gens se retrouvent encore une fois surendettés rien que pour reprendre l'exploitation familiale. C'est pas, là aussi, il faut déranger des cercles et faire bouger les choses là-dessus. Ce qui est vrai pour l'agriculteur est vrai aussi pour le restaurateur et l'hôtelier. Donc il faut aussi comprendre que tout ce qui a été mis en place en France par des principes de précaution, des fois à étage, finalement, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Donc il faut trouver des solutions. Justement, on va parler de la restauration et de l'hôtellerie, puisqu'on le disait, vous êtes président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Comment se porte aujourd'hui le secteur? C'est un secteur en zone de turbulence, parce que je pourrais prendre les mêmes mots et les mêmes effets que vous avez parlé du monde agricole et les ramener dans le monde de l'hôtellerie-restauration, coûts de production qui ont beaucoup augmenté, 15 ou 20% de votre assiette est lié au coût de l'énergie. Le coût des matières premières a largement augmenté, le coût des salaires aussi a largement augmenté. Donc pour beaucoup de modèles économiques de notre secteur d'activité, ça devient très très compliqué. Le modèle économique ne tient plus par moment. 7000 entreprises en 2023 ont déposé le bilan, donc c'est un chiffon rouge qu'a agité la Banque de France, mais il faut en tenir compte. Et puis le monde qui change, le président de la République a parlé de ce monde qui change, ce monde qui s'est digitalisé, l'ubérisation est arrivée. On voit bien que nos amis hôteliers sur ce Digital Market Act, on voit bien que les plateformes viennent prendre entre le client et l'hôtelier entre 15 et 18% de marge que n'a plus l'hôtelier. Donc il y a un monde qui change et il faut que l'État soit en capacité, l'Europe, de réguler tout ça parce que sinon... Et elle est suffisamment aujourd'hui? Je ne pense pas qu'elle soit suffisamment assez forte et pas suffisamment alertée des risques que ça représente. Quand vous prenez simplement l'ubérisation du travail, il y a un sujet, quid de notre modèle social? Aujourd'hui, on voit bien que les gens ne vivent plus suffisamment avec leur salaire, donc ils choisissent l'auto-entrepreneuriat. On peut entendre... Aujourd'hui, c'est une vraie ubérisation du travail qui s'installe. On voit bien que dans la restauration, ça peut être condamnable, mais ça ne l'est plus vraiment. Donc il y a une ambiguïté là-dessus et il va falloir que l'État travaille sur cette régulation de ce monde qui s'ubérise et qui, à mon avis, est un capitalisme beaucoup plus violent que ce qu'on a connu au XXe siècle. Est-ce qu'il y a aussi un changement dans le rapport des Français au travail qui se fait d'autant plus sentir dans vos métiers, qui sont des métiers difficiles, avec des horaires décalés, avec des contraintes particulières? Est-ce que pour vous, c'est ce qui explique notamment les difficultés de recrutement? Je vais essayer de répondre en plusieurs temps. C'est-à-dire que ce n'est pas des métiers plus difficiles que d'autres. Si vous êtes agent de nuit, dans la sécurité, dans une plateforme logistique, vous avez les mêmes contraintes. Il faut que les gens gagnent leur vie avec le métier. Il faut s'interroger pourquoi le travail n'émancipe pas simplement le travail de l'hôtellerie-restauration. Dans l'ensemble des métiers, on voit bien que les gens aujourd'hui n'arrivent plus avec leur salaire à vivre et à projeter leur vie au travers de leur rémunération. C'est un sujet sur tous les secteurs d'activité.
Nous avons augmenté les salaires de 16% à la sortie du Covid. Croyez-moi, ça n'a pas été simple pour beaucoup d'entreprises françaises, mais nous l'avons fait. On a plutôt bien réussi cela. Mais malgré tout, on a des gens, et pas simplement des jeunes d'ailleurs, qui nous disent « je ne veux plus avoir un rapport sacrificiel au travail. Je veux une replanification de mon travail. Je veux une activité différente. » Donc ils se tournent par moment vers l'ubérisation du travail qui leur permet d'avoir une flexibilité. Ça veut dire quoi? Si on ne fait pas attention à ça, quid du modèle social français? Nous avons des gens aujourd'hui dans des entreprises qui sont ubérisés et qui n'ont aucune couverture sociale. Sur les difficultés de recrutement dans votre secteur, est-ce que sur la loi immigration, et notamment ce fameux article dont on a beaucoup parlé, sur la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension, est-ce que pour vous, ça va vous aider ? C'est-à-dire que, oui, ça aurait pu nous aider, mais ce n'est pas le sujet. Nous, le sujet, il est déjà de remettre un ensemble de personnes dans un projet métier pour qu'ils reviennent au travail. Ça, c'est le travail de la formation professionnelle et de l'accessibilité à la formation professionnelle. Après, sur cette métier en tension, nous ne sommes pas métier en tension. Il y a l'aspect comptable des choses, mais nous ne sommes pas encore métier en tension. Et la loi immigration pourrait nous permettre, pour des personnes qui sont là depuis longtemps, qui n'ont jamais poser de problèmes à notre République française, qui travaillent dans nos métiers, qui se sont épanouis dans nos métiers, qui ont fait leur apprentissage de métier, à un moment donné, de pouvoir régulariser ces personnes. C'était ça ce que nous attendions un petit peu de la loi immigration. Personne n'osait en parler, et notamment le monde de l'entreprise ne sait pas dire oui, il faut avoir une réponse claire sur la loi immigration. Oui, il y a des gens qui sont sur le sol français, qui ne posent aucun problème et qui travaillent dans notre secteur d'activité. Pourquoi ne pas les régulariser? Donc elle n'est pas allée assez loin, cette loi, pour vous? Non, je pense qu'on n'arrive pas à poser le débat. Vous voyez bien qu'à l'Assemblée, on oppose des contraires, mais on ne pose pas le débat. Trouver une solution sur la loi immigration, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir un débat apaisé. Et il n'y a pas de débat apaisé. Tant qu'il n'y a pas de débat apaisé, vous ne pouvez pas trouver une solution. Vous ne trouvez que des coupables. Vous avez créé en 2012 des écoles cuisine mode d'emploi. Vous en avez 10 aujourd'hui. Quel bilan en faites-vous? Un bilan heureux, il y a plus de 5000 personnes qui ont été formées, 92% de retour dans un projet métier, donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Est-ce que ça a été facile? Non. Est-ce que c'est toujours compliqué? Oui, parce que effectivement tous les présidents successifs que nous avons pu rencontrer, tous les ministres que nous avons pu rencontrer, nous disent c'est formidable, vous avez un taux absolument incroyable, mais en même temps on bloque des fois sur des soucis administratifs pour valider, financer un certain nombre de... Trop de paperasse, trop de contraintes. Trop, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous montez une école, vous avez déjà 4 personnes qui vont être dédiées uniquement à l'administration. Et ça, c'est beaucoup trop coûteux. Et quand vous avez entendu Gabriel Attal dire il faut débureaucratiser tout ça, mais on l'a entendu ça vous a parlé? On l'a entendu là-dessus, il faut débureaucratiser tout ça. Mais est-ce qu'on sait le faire? Est-ce qu'il faudra avoir un temps long pour débloquer tout ça? Et puis quand il a parlé de désmicardiser, on a trouvé ça intéressant, bien que le terme ne soit pas très joli. Cette voiture balai de la rémunération est peut-être plus concevable aujourd'hui. On va terminer en parlant des Jeux Olympiques, puisque vous allez faire partie des porteurs de la flamme. Ouais, je suis très heureux. Ouais, c'est un honneur. Immense. Immense, parce que le sport en France a mal été déployé. Moi, je fais partie de ces jeunes gens dans ces quartiers qu'on appelle maintenant politique de la ville, où le sport a été notre cadre éducationnel. Et moi, je remercierai jamais assez le monde du judo et ces communes qui finalement nous donnaient une accessibilité au sport gratuit. Et croyez-moi, de porter la flamme, et je vais le porter au nom de toutes ces personnes qui, grâce au sport, ont pu retrouver un petit peu, pas simplement devenir des athlètes de haut niveau, mais un peu retrouver une ligne d'horizon dans les quartiers dans lesquels on était. Vous savez déjà quel va être le parcours moi, je suis sur Bordeaux. Votre parcours sur Bordeaux. Justement, pour les Jeux Olympiques, c'est un enjeu énorme. Évidemment, pour l'hôtellerie-restauration, est-ce qu'elle est prête aujourd'hui ? Non, on a toujours ce fil rouge des 200 000 postes à pourvoir. On va monter à 230 000 postes, à mon avis, donc ça, c'est très compliqué. En même temps, les hôtels sont prêts. J'ai quand même 4 Olympiades à mon actif, ce sera la 4e Olympiade, et je me dis on va être sur des taux d'occupation de 70-75%, ce qui est très bien pour cette période. Donc c'est un peu en tension, c'est vrai, mais je ne veux rester que positif sur les Jeux Olympiques en France. Oui, ça va être difficile, oui, ça risque d'être compliqué, oui, tout ne sera peut-être pas parfait, mais il faut défendre l'idée des Jeux Olympiques en France. C'est une aventure merveilleuse.
Mais les chiffres, les indicateurs qui m'intéressent beaucoup, c'est l'après-Jeux Olympiques. J'ai regardé toutes les Olympiades depuis Barcelone. Finalement, il y a une telle prise d'image sur la ville, sur le pays dans lequel il y a les Jeux, eh bien, l'après Jeux Olympiques et Paralympiques, eh bien, a un élan pour le tourisme qui est très très bon. Donc voilà, soyons heureux de le faire. Ça ne va pas être parfait, ce sera sûrement compliqué. Avec peut-être juste un petit point noir pour les gens qui veulent assister aux ces Jeux Olympiques, c'est qu'il y a une grosse crainte d'une augmentation des tarifs et que les hôtels soient très chers, que les restaurants soient très chers. Très honnêtement, je n'y crois pas du tout. D'abord, les hôteliers ont le yield management, comme ça, ils gèrent au fur et à mesure. S'il y a une finale, oui, les prix peuvent monter. Mais regardez sur la Coupe du Monde, mis à part quelques fous qui ont fait quelques excès, globalement, tout le monde s'est tenu à des prix. Et à un moment donné, on ne peut pas reprocher aux entreprises d'aller chercher du revenu, vu que tout a augmenté. On ne peut pas dire aux gens, vous augmentez à ces entreprises 20% de plus pour votre charge, rien simplement sur l'énergie, et n'augmentez pas vos prix. À un moment donné, on ne tient pas. Donc à un moment donné, il faut respecter ça. Le client n'est pas idiot. Le client aujourd'hui a des alternatives qui nous déplaisent beaucoup, nous, hôteliers. C'est le meublé touristique qui n'est absolument pas contrôlé, qui est vraiment une niche fiscale aujourd'hui totalement incontrôlée, dans lequel les hôteliers sont vraiment dans une crainte là-dessus, parce que voilà des gens qui ne payent pas de charges, qui n'ont pas de normes, et on impose à des hôteliers une surnormalisation de leurs entreprises. Merci Thierry Marx. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. On était ravis de vous recevoir. On passe tout de suite au Club des Territoires. Merci.